Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de ce lundi 21 janvier 2019. Nous reviendrons évidemment sur l'incendie mortel qui a touché ce week-end un immeuble logeant une soixantaine de saisonniers à Courchevel. 2 d'entre eux ont perdu la vie, plusieurs blessés sont à déplorer. Après le drame, vient le temps de la solidarité et des questions. Nous ferons le point dans quelques secondes. Et puis une actualité plus réjouissante aussi avec le défi que se sont lancés plus de 600 amateurs de paddle ce week-end sur le lac d'Annecy. Malgré une température de l'eau à 4 degrés, la Glagly Race réunit chaque année de plus en plus de monde. Dans l'actualité lourde, on a vu de belles choses ont aussi marqué le week-end. Oui, tu en as parlé dans les sports. On commence avec des images qui ont fait du bien. Les Français ont brillé sur les skis ce week-end, à commencer, vous le voyez, par Clément Noël. Le Vosgien de naissance, aujourd'hui licencié à Val d'Isère, a remporté sa première étape de Coupe du Monde ce dimanche à Wengen. Sorti de la première manche du slalom avec le meilleur temps, le skieur de 21 ans a résisté à la pression en remportant sa première victoire devant les Autrichiens Manuel Feller et Marcel Hirscher. Clément Noël s'était déjà distingué il y a quelques jours sur la Coupe du Monde. Et puis, elles aussi ont brillé sur les pistes. Les biathlètes françaises ont offert une victoire que l'on attendait depuis 25 ans ce week-end. Le relais tricolore s'est imposé sur l'étape de Coupe du Monde à Ruppolding en Allemagne. Dominante au tir, les Bleus ont devancé la Norvège et l'Allemagne. Bravo à Julia Simon, Anaïs Bescon, Justine Breza et Anaïs Chevalier. Retour maintenant sur l'incendie qui a touché un logement saisonnier dans la nuit de samedi à dimanche à Courchevel. Oui, je vous le disais en titre, 2 morts et plusieurs blessés sont à déplorer. Un bilan dramatique qui pose question. Avant de revenir sur ces différentes réactions, on fait le point avec Juliette Vincent-Seigné qui était sur place aujourd'hui. Elle est accompagnée par Emmanuel Berger. Je me trouve dans le centre de Courchevel 1850 devant le bâtiment qui a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie s'est déclaré à 4h30 du matin. 130 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur place pour tenter d'éteindre les flammes. Il y avait 60 saisonniers qui résidaient dans le bâtiment qui appartient à un bailleur privé. Le bilan est lourd puisque 2 personnes ont perdu la vie. 4 personnes sont grièvement blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé et 21 autres personnes sont légèrement blessées. Une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République d'Albertville pour déterminer les circonstances de ce drame. La soixantaine de saisonniers étaient logés dans un immeuble datant des années 70. L'enquête devra donc déterminer s'il était aux normes de sécurité. Était-il tout simplement insalubre? Juliette Vincent-Seigné a posé les questions à la représentante de la mairie de Courchevel cet après-midi. On l'écoute. Aujourd'hui, je serais très étonnée que la réglementation ne soit pas appliquée par les propriétaires, puisque tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut des détecteurs. Voilà, donc là-dessus, j'ai pas d'informations plus que ça concernant ce point. Après, sur l'état que vous dites de vétusté des logements, c'était des logements anciens, mais de là à dire vétustes, ça... C'était des logements anciens, c'était pas les derniers logements de la station, mais c'était pas. Enfin, moi, j'ai pas eu de signalement, en tout cas, ou d'information indiquant un état de vétusté sur l'immeuble. Courchevel accueille actuellement au cœur de la saison d'hiver près de 5000 saisonniers. La problématique du logement, on le sait, est chaque année surveillée de près par les employeurs, les autorités, les élus, mais aussi les syndicats. La CGT nous a d'ailleurs indiqué garder un œil vigilant sur les suites de l'enquête. Je vous propose d'écouter son représentant Antoine Fatiga au micro de Francis Rézin. Nous avons pris contact dès ce matin avec l'avocat en droit du travail que nous connaissons, pour que la CGT se porte partie civile dans cette affaire. En fait, l'objectif, c'est tout simplement que l'enquête aille bien jusqu'au bout. S'il y a eu des malfaçons ou même des choses qui devaient être faites qui n'ont pas été faites, que les responsabilités soient bien avérées et que ces gens-là soient poursuivis et sanctionnés. En attendant le temps des réponses et des suites judiciaires éventuelles, la solidarité s'organise dans la station. Oui, c'est un bel élan de générosité qui s'est organisé dès le lendemain de l'incendie à Courchevel. Particuliers, commerçants se mobilisent encore pour venir en aide aux sinistrés. On regarde le reportage de Juliette Vincent-Seigné et Emmanuel Berger. Depuis la catastrophe de dimanche, Courchevel connaît un fort élan de solidarité. La majorité des sinistrés ont tout perdu dans l'incendie. Les commerçants, les saisonniers, mais aussi les habitants tentent de les aider à surmonter cet épisode tragique.
Le restaurant Chez Gaston est à l'initiative d'une collecte de vêtements. Vu que c'est le bâtiment qui a pris feu et appartient au groupe pour qui on travaille, on a eu l'initiative le matin même de pouvoir de mettre ça sur Facebook et de demander la solidarité des gens pour pouvoir rhabiller tous ces gens qui ont tout perdu en 1 heure de temps, quoi. Cette démarche est un succès. Depuis ce matin, la salle mise à disposition pour la collecte ne désemplit pas. Les dons sont nombreux. J'ai dû amener 2 pulls, des t-shirts manches longues, une paire de chaussettes, enfin des choses qui sont encore en bon état mais que je mettais plus et que j'ai décidé de donner. On a besoin d'être solidaires entre nous, ça aurait pu nous arriver et on a besoin d'aider ces personnes qui ont tout perdu. Donc voilà, même si c'est quelques affaires, je trouvais ça important de faire ce geste-là et d'être solidaire. Tous les dons sont triés par une dizaine de bénévoles. Les sinistrés peuvent trouver des produits de première nécessité et de quoi s'habiller provisoirement. On vient de mettre en place le système, donc les premiers qui sont venus vont prévenir les autres parce que comme ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus rien pour dialoguer. Donc du coup, de bouche à oreille, ils vont venir les uns pour les autres et puis se servir et prendre de quoi ils ont besoin. On est venu chercher tout le nécessaire. Ce qu'on peut manger, des piles pour le foie, tout ça. Ouais. Tous les produits qu'on a besoin, des vêtements, puis tout ce qui nous manque, enfin tout ce qu'on n'a plus. Vu qu'on n'a plus rien, tout en fait. Des tampons, des brosses, du démaquillant, des rasoirs, des chaussettes, des culottes, des sous-vêtements, des manteaux, tout, parce qu'on n'a plus rien. Une cagnotte a également été mise en ligne sur Litchi en soutien aux saisonniers victimes de l'incendie. Pour le moment, plus de 6 000 € ont été récoltés. Et pour clore cette page, j'ajoute qu'en lien avec les services de l'État, la mairie de Courchevel a mis en place un numéro vert pour les familles qui souhaitent s'informer. Vous pouvez noter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, 0800 008 902. On continue avec un hommage ce week-end en Savoie. Ils étaient nombreux à s'être réunis dans ce petit village de Chartreuse samedi pour lui rendre un dernier hommage. Simon Cartanaz, tué dans l'explosion d'une boulangerie dans la capitale le 12 janvier dernier, était pompier de Paris, mais aussi pompier volontaire à Entremont-le-Vieux, son village d'origine. Le préfet de Savoie, les représentants du service départemental d'incendie et de secours, de nombreux pompiers et les habitants de toute la vallée ont assisté à cette cérémonie républicaine. On regarde le reportage de Victoria Lopez. C'est tout un village et toute une vallée qui pleure un pompier exemplaire. Simon Cartanaz avait 28 ans. Le samedi 12 janvier, il intervient pour une fuite de gaz dans une boulangerie de la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. Le sergent et l'un de ses collègues sont alors soufflés par une explosion. Simon Cartanaz avait intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 2013. Véritable passionné, il était aussi sapeur-pompier volontaire en Savoie depuis 9 ans. Il avait donné à sa vie le sens du service public au travers de son engagement comme sapeur-pompier volontaire ici. Et ensuite, cette passion est devenue son métier à travers son engagement à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Après un hommage national rendu au siège des sapeurs-pompiers à Paris, samedi, toute la vallée s'est déplacée à Entremont-le-Vieux pour un dernier adieu au sergent Cartanaz. Je l'avais rencontré personnellement il y a un mois. Et c'est quelqu'un qui effectivement a beaucoup marqué son entourage par sa joie de vivre et son dévouement. Donc je crois que c'est un moment qui était essentiel pour tout le monde et qu'on lui devait. L'objectif était de pouvoir partager cette cérémonie avec toute cette communauté de Chartreuse. La population était très présente. Et pour les sapeurs-pompiers de Savoie, pour nos camarades de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, oui, c'est un moment très digne, mais aussi très très riche en émotions. Une cérémonie religieuse s'est ensuite tenue dans l'intimité en l'église du village. En Savoie, près de 2500 sapeurs-pompiers risquent leur vie chaque jour, avec en moyenne 95 interventions quotidiennes. L'un rit, l'autre pleure. Oui, Sébastien, la valse des étoiles du guide Michelin a lieu en ce moment même à Paris. On commence avec l'émotion folle de Laurent Petit, le chef du Clos d'Essence installé à Anne-Sylvieux, a reçu il y a quelques minutes sa 3e étoile. Il possédait 2 étoiles depuis 2007 et c'est une première pour lui. Il est monté sur scène, vous le voyez, avec son épouse, saluant une histoire de couple, 26 ans de travail. Je le cite, « Nous avons essayé de construire une famille. Ce n'est pas un métier, c'est notre vie, notre respiration. » On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans
dans les jours à venir. 2 chefs seulement ont reçu cette 3e étoile aujourd'hui. Et de son côté, une déception pour un autre chef au Savoyard. Marc Vera a lui perdu sa 3e étoile qu'il avait récupérée il y a 1 an pour sa maison des bois de Manigot. Vous le voyez sur cette photo qu'il avait postée à l'époque. Pour l'occasion, l'homme au chapeau s'est dit terriblement déçu dans l'incompréhension totale et injuste de cette destitution de la 3e étoile du guide Michelin et d'ajouter, je cite, « Je reste combatif ». Ce qu'il a fait savoir aujourd'hui dans un communiqué à l'AFP. En tout, 75 restaurants français ont été promus aujourd'hui dans la catégorie 1, 2 et 3 étoiles cette année, ont ainsi gagné 1 étoile en Pays de Savoie. Tous quasiment sont en station. Sébastien Vauxion pour le Sarcara à Courchevel, Nicolas Essinger du Prima à Megève, Clément Bouvier à l'Ursus du côté de Tignes, Frédéric Molina au Moulin de Léré à Vailly et enfin Antoine Gras. Il est le chef de la table de l'Ours installé à Val d'Isère. Bravo à eux. Je vous le disais en titre, plus de 600 courageux ont bravé le froid et les eaux glaciales du lac d'Annecy ce week-end pour participer à la Glagla Race. La course de paddle, unique en son genre, a réuni des concurrents venus de 20 pays. Lors de cette étape du circuit mondial de la Paddle League, les amateurs côtoient les meilleurs mondiaux. La course longue de 14 km a été remportée par Ludovic Tolade, un professionnel licencié au club d'Annecy. Francis Raisin était sur place samedi. Malgré un froid de canard sur les rives du lac d'Annecy et une eau à 6 degrés, les givrés du paddle se sont donné rendez-vous pour la Glagla Race. Avec de bons équipements et une grosse motivation, ramer en plein hiver sur un lac alpin n'est a priori pas un problème. Il faut être assez bien équipé, donc surtout les pieds pour ne pas avoir trop froid, avoir des chaussons néoprène, donc la combinaison aussi néoprène, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop chaud parce qu'au bout d'un moment on est vite, voilà, ça chauffe vite. Pour la 5e édition, les conditions sont parfaites et l'objectif des 650 concurrents est avant tout de prendre du plaisir. Mes ambitions, c'est de prendre du plaisir et de terminer la course. Et après, pour les performances, il y a des paddleurs mondiaux, donc on évite d'avoir un objectif. La particularité de cette course est de faire côtoyer sur les mêmes parcours l'élite mondiale de la discipline et des pratiquants occasionnels. Ça ne se fait pas sur toutes les courses, mais nous on a justement réussi à réaliser ce mélange des genres qui fait que même des gens qui ne sont pas des grands compétiteurs, qui ne sont pas là pour le chrono, ils vont avoir envie de participer à cette compétition, ils vont avoir envie de participer à quelque chose d'un peu exceptionnel, d'unique, qui est cette course en plein hiver. Et effectivement, pour le plus jeune des participants, comme pour le champion français vainqueur de la grande course, les bonnes sensations sont au rendez-vous. Je suis tombée vers la 2e bouée quand on contournait le château. Et sinon, j'ai pas eu trop froid. Mais même pas aux mains ni aux pieds. C'est une journée incroyable, on a eu un temps parfait, là, il y a un ciel bleu, il fait vraiment pas froid du coup. Voilà, on avait un peu froid aux mains au début, mais dès qu'on se met en route, on rame fort avec l'effort. Voilà, le sang, la chaleur qui revient aux mains, ça allait. Et là, sur l'eau, on ramait, on était vraiment bien. Je sais pas, il faisait peut-être 3 degrés, mais pas un pet de vent. Du coup, le ressenti était vraiment bon. À l'arrivée des courses de 6 et 14 km, les pagayeurs sont revigorés et ont fait le plein de beaux souvenirs. C'est encouragé mutuellement entre filles, c'était les girl power. On s'était fixé un objectif d'aller doubler l'âne bourriquet qui était devant nous. Et franchement, on est pris plein les yeux. Pour ceux qui préfèrent quand même les sports nautiques l'été, la course de paddle reviendra sur le lac d'Annecy le 15 juin prochain. On reste dans le froid pour terminer ce journal. Certains, en effet, Sébastien, se sont fait une spécialité de la sculpture sur glace. Ils se réunissent chaque année à Valloire à l'occasion du concours international. La 28e édition avait lieu ce week-end avec une vingtaine d'artistes. C'est Rogel Casbidian des Philippines qui remporte le premier prix du jury avec Sitting. Son œuvre a également séduit le public qui lui a décerné son prix du public. C'est cette sculpture-là. On se quitte sur ces images envoyées par l'Office de tourisme de la station où les sculptures sont toujours à admirer. Cette semaine se tient, toujours à Valloire, sachez-le, le 36e concours international de sculpture sur neige cette fois-ci. Seb, je te laisse conclure. On se retrouve demain pour le JT. Merci de votre fidélité. Floor on the wall.